Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre une audition, l'audition de Christophe Lecourtier, c'est le directeur général de Business France. Alors il était interrogé sur l'évolution des politiques publiques de promotion des exportations et de l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. Alors bien sûr, cette audition est à écouter à l'aune du contexte. Emmanuel Macron a reçu hier soir à Versailles 140 patrons en route pour le sommet de Davos pour une opération séduction. L'Élysée veut prouver que la France est redevenue attractive. L'attractivité, c'est également le discours qu'a tenu Christophe Lecourtier lors de cette audition devant la Commission des Affaires étrangères. Quel est le rôle de Business France dans ce domaine? Voilà, tout de suite donc, je vous propose d'écouter cette audition. Alors mes chers collègues, sans plus attendre, nous avons la chance d'accueillir l'un de nos diplomates les plus brillants et les plus performants. Je profite du fait que cette audition est enregistrée en vidéo pour vous faire tous les compliments et vous faire rougir, car très sincèrement, celles et ceux qui ont connu et rencontré l'ambassadeur Lecourtier lorsqu'il était en Australie se souviennent du rôle absolument essentiel que Christophe Lecourtier a joué dans l'un des plus grands succès de la diplomatie et de la défense que la France a connu ces dernières années, à savoir le fameux contrat des 12 sous-marins que nous avons vendu pour 35 milliards d'euros, 35 ou 50 milliards, enfin selon la manière dont on décompte les choses, pour un contrat de plusieurs dizaines d'années. Et je veux rendre hommage ici publiquement à Christophe Lecourtier, qui a managé une équipe multiforme, et je dirais même protéiforme, parce que toutes sortes d'entreprises, petites, moyennes, toutes sortes d'interlocuteurs, des ministres, des hommes de l'entreprise, il y avait un chef d'orchestre derrière, et c'était l'ambassadeur Christophe Lecourtier. En vérité, ce n'est pas pour ça que nous vous avons convié ce matin, puisque vous avez quitté vos fonctions en Australie, après un épisode parfaitement étonnant en Serbie où le ministère vous avait nommé. On se demandait sur quels critères on nommait un pareil ambassadeur dans ce poste tout à fait honorable, enfin qui présentait moins d'intérêt. Et en fait, on a dû s'apercevoir au quai de l'erreur commise, puisque vous avez été nommé tout à fait récemment directeur général de Business France. Et c'est donc à ce titre, monsieur le directeur général, que nous vous accueillons ce matin, car non seulement vous avez été nommé récemment, bien sûr, mais vous avez été immédiatement chargé par vos ministres de tutelle d'une mission sur l'évolution des politiques publiques de promotion des exportations et de l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. Le Premier ministre doit annoncer le 9 février prochain à Lille les mesures censées favoriser l'exportation des PME. Vous aurez peut-être votre rapport aura-t-il inspiré, j'espère, le président de la République, puisque vous faites dans ce rapport, vous avancez de nombreuses propositions concrètes que vous allez nous préciser et nous dire comment ces propositions ont été accueillies par les principaux acteurs concernés, notamment les chambres de commerce. Dans la soirée hier, j'ai été saisi par la plus prestigieuse d'entre elles qui m'a dit « Vous avez la chance de recevoir Christophe Lecourtier, demandez-lui quel rôle il souhaite confier à la Chambre de commerce de Paris, mais aussi aux grandes chambres de commerce de province, parce qu'on veut entrer dans ce jeu, favoriser ce mouvement et favoriser l'exportation de nos PME. » Alors, parmi les questions qu'on souhaite vous poser, la mise en place d'une équipe France pour l'export nécessite-t-elle aussi un rapprochement entre Business France et BPI France? Sous quelle forme? Vous savez que l'une des critiques qui a souvent été évoquée, c'est la multiplicité des organismes et des acteurs, et parfois ceci nuit un peu à la bonne lecture de l'effort que la France fait en faveur de ses PME. Plus généralement, quelle pourrait être la forme juridique de cette Team France Export que vous préconisez? Et vous nous expliquerez sous quelle forme elle va prendre son envol. Avez-vous des indications sur les suites que le gouvernement entend donner à votre rapport? Parce que la France a toujours l'habitude de rédiger des rapports excessivement passionnants, mais bon, parfois ils disparaissent un petit peu dans les bibliothèques. Alors vous le savez, notre commission est très intéressée. Elle suit de longue date les évolutions de la diplomatie économique
Et je veux rappeler que de nombreuses initiatives ont été prises durant ces 15 dernières années pour donner davantage de cohérence et d'efficacité à la promotion du commerce extérieur. Les territoires, néanmoins, demeurent essentiels dans le dispositif. Or, ils nous apparaissent un peu en marge dans les différents dispositifs qui ont été mis en œuvre jusqu'à présent, alors que leur rôle est tout à fait essentiel, car c'est en leur sein que se jouent les décisions d'exportation des PME. Trop souvent, on voit les voyages officiels des présidents de la République escortés par une ribambelle, je l'ai vu encore, et nous y étions à Pékin, de très grands chefs d'entreprise. Et puis, il y a toujours les patrons de PME, d'abord, qui cherchent à trouver leur place, hein, alors que ce sont eux-mêmes qui, je le rappelle, créent 90% des emplois, et notamment à l'export. Nous avions souligné cette préoccupation des territoires lors d'une table ronde en 2016 qui avait donné lieu à un rapport resté célèbre de notre collègue Jean-Paul Émorine, que je souhaite saluer à cette occasion, car ça avait été un des grands textes de la Commission, mais oui, sur ce sujet. Et donc, on se réjouit, Monsieur le Directeur Général, que vos propositions aillent dans le sens d'un meilleur ancrage de la diplomatie économique dans les territoires. C'était une orientation de Laurent Fabius que nous avons toujours appuyée tout au long de son mandat. Nous restons également très attentifs au soutien des PME. Le déplacement du président de la République en Chine a mis de nouveau en avant les succès de nos grandes entreprises Areva et Airbus, mais on a aussi noté l'accord avec le géant du commerce électronique JD.com qui doit permettre à des entreprises françaises d'accéder au marché chinois. Alors vous nous direz dans quelle mesure les PME françaises vont pouvoir en profiter. Qu'est-ce que vous préconisez plus généralement pour adapter davantage les moyens d'intervention publique aux besoins des PME et faciliter leur accès à des marchés étrangers? Et puis, on a deux points particuliers sur lesquels on souhaite avoir votre sentiment. La Chine, dont nous revenons tous les deux. Quel diagnostic faites-vous et comment ces routes de la soie vont fonctionner, non pas en sens unique, le président de la République a été très clair sur le sujet, hein, et je voudrais que nous voudrions que cessent les wagons qui arrivent pleins à Duisbourg ou à Lyon, produits manufacturés, et qui repartent, chers collègues. Alors ça, j'ai été totalement stupéfait d'apprendre ça. Vous savez ce qu'il y a dans les wagons de retour vers la Chine? Des copeaux de bois, pour partie. Des copeaux de bois, parce que nous n'avons plus de filière bois en France. On envoie les copeaux de bois en Chine, dans ces wagons, et ils nous reviennent sous forme de parquets. Et donc les parquets que vous achetez ont fait 2 fois l'aller-retour, traverser la moitié du monde. Voilà des points sur lesquels, j'espère, on va pouvoir corriger. Je rappelle que le déficit du commerce avec la Chine, commerce extérieur, 30 milliards, hein, 30 milliards de dollars, ce qui est évidemment important. Chine, bien sûr, donc vous donnerez votre diagnostic. Et puis, bien sûr, Brexit. Comment va-t-on tirer profit des opportunités que le retrait du Royaume-Uni offre pour la France? Monsieur le Directeur Général, cette audition est filmée et sera retransmise sur le site Internet du Sénat. Elle est très importante et franchement, nous nous réjouissons à titre personnel et puis dans le cadre de ces magnifiques fonctions que vous exercez, de vous accueillir ce matin et d'éclairer la Commission des Affaires étrangères. Vous avez la parole pour une quinzaine de minutes et nous aurons débat après autour de vous. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci beaucoup pour vos paroles aimables qui effectivement me font un peu rougir. Je suis très heureux de retrouver autour de cette table des sénateurs, sénatrices que j'ai eu l'occasion avec vous d'accueillir, d'accompagner en Australie, mais aussi beaucoup d'entre eux, le sénateur Young notamment, avec lequel les réformes que j'ai présentées au gouvernement ont été discutées et dans une certaine mesure, dans la mesure que je souhaitais la plus importante possible, co-construite. Parce qu'on ne peut pas vouloir construire une équipe de France, parce que c'est bien le sujet, si on commence à la concevoir tout seul, dans le secret de son bureau ou de sa salle de bain. Donc, ce que le gouvernement m'a confié, et c'était d'ailleurs ça qui m'a beaucoup intéressé et poussé à accepter cette mission et être candidat, c'était une réforme qui ne portait pas simplement sur Business France, qui a été créé il y a 3 ans, mais sur, vous l'avez dit, l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des acteurs du commerce extérieur et de l'attractivité, qui, le moins qu'on puisse dire, sont nombreux et posent à nos entreprises un grand problème de lisibilité et d'efficacité. Donc ma méthode, à partir du mois d'octobre, a été une méthode de consultation avec toutes les parties prenantes, bien sûr les entreprises,
bien sûr les tutelles, les différents ministères concernés, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'économie, mais aussi avec les différentes organisations, les chambres de commerce de France, les chambres de commerce de l'étranger, les acteurs privés et les parlementaires qui s'intéressaient au sujet. Et ça, je crois qu'encore une fois, la méthode est très importante. Vous avez bien voulu souligner que ça a été une des clés du succès français face aux Allemands et face aux Japonais dans l'affaire des sous-marins. On a trouvé la bonne méthode et j'ai essayé, là encore, de reproduire dans un contexte et sur une question un peu différente cette même méthode de travail qui visait à ouvrir grand les oreilles et à entendre les suggestions, les bonnes idées des uns et des autres. Voilà pour la méthode. Sur le fond, ce que j'ai proposé au gouvernement et qui, j'espère, devrait être annoncé le 9 septembre, c'est une forme de révolution copernicienne. Février. C'est une forme de révolution copernicienne sur la manière d'accompagner nos PME à l'export et sur le dispositif. Alors, la révolution, d'abord, elle s'impose par les résultats, parce que les résultats sont extraordinairement médiocres quand on se compare aux principaux pays étrangers. Pas simplement l'Allemagne, on a toujours l'Allemagne en tête, mais c'est vrai que l'Allemagne, bon, ça fait des générations que c'est un champion de l'export. Certains disent même qu'en fait, elle était un champion de l'export avant d'être une nation. Les Allemands exportaient avant d'être une nation unifiée. Mais quand on regarde d'autres partenaires européens, et notamment l'Italie, on voit un pays qui, en quelques années, a réussi à passer d'une situation de déficit un peu comparable à la nôtre à une situation d'excédent. Un pays qui a réussi à remobiliser un très grand nombre de ses entreprises pour les accompagner à l'export et qui aujourd'hui met en ligne chaque année à peu près 200 000 exportateurs, alors que la France, bon an, mal an, dans les derniers chiffres, par exemple, de cette année, enfin de l'année 2016, arrive à peine à 125 000. Donc on a vraiment là quelque chose qui nous interpelle. Donc, face à cette situation qui est très, très désordonnée et très négative, ce qui m'a frappé, c'est que pour la première fois, en tout cas depuis peut-être une quinzaine d'années, on a aujourd'hui un certain nombre de clignotants au vert et qui sont quand même des clignotants significatifs. Le premier, c'est bien entendu la croissance qui est revenue en France et qui quand même gonfle les voiles de toute une série d'entreprises. Le deuxième qui va avec, c'est la croissance qui est revenue dans notre environnement, en particulier européen. Et vous savez sans doute que notre principal déficit commercial, il est au sein de l'Union européenne. La France a un excédent commercial vis-à-vis des zones extra-européennes, autour d'une vingtaine de milliards. En revanche, nous sommes lourdement déficitaires dans la zone euro et dans la zone européenne. Donc, la croissance dans la zone européenne est une bonne nouvelle. Puis il y a un autre facteur qui est évidemment très important, c'est la confiance. La confiance des chefs d'entreprise, qui est mesurée à la fois d'un point de vue qualitatif, mais aussi par la restauration des marges, qui est le résultat de toute une série de réformes qui ont été engagées les années passées et qui commencent à porter leurs fruits. Donc, face à une situation qui n'a jamais été aussi meilleure par rapport à la question de l'exportation, il est absolument inacceptable, et je pense que vous en conviendrez avec moi, que les différents dispositifs publics, l'opérateur de l'État que nous sommes, les régions, les CCI, etc., soient non seulement pas un élément qui aide, qui à l'appui des PME, mais au contraire une nuisance par leur caractère extraordinairement désorganisé et concurrent. Ça, c'est vraiment, je pense, un diagnostic important. On pouvait peut-être se satisfaire dans des temps beaucoup plus difficiles de ce que le dispositif soit imparfait. Aujourd'hui, lorsqu'on est face à une éclaircie, il est absolument essentiel que les organisations qui ont pour but de faciliter le passage à l'acte des entreprises vers l'export soient absolument irréprochables. Alors,
Quand on a dit ça, le deuxième élément, il y a deux autres éléments de cette révolution copernicienne que je voudrais évoquer avec vous. Le premier, c'est que trop souvent, on a l'impression que chaque organisation est finalement la plus légitime et qu'elle détient toute seule la vérité, qu'elle est la détentrice de la vraie croix, comme on disait autrefois. Bon. Nous, drapés dans notre culture jacobine, d'organisation centralisée, un peu militaire, on se dit, il n'y a que nous qui savons faire. Les régions, à juste titre, nous disent oui, mais les entreprises, elles sont chez nous et c'est nous qui les connaissons. Les CCI disent nous sommes une organisation d'entrepreneurs dont la gouvernance est assurée par des entrepreneurs élus qui choisissent de dédier une partie de leur vie au service des autres entreprises. Les chambres de l'étranger nous disent nous sommes le reflet des écosystèmes et des communautés d'entrepreneurs locaux, français et étrangers, donc nous avons une très grande légitimité, etc. Les acteurs privés nous disent que ça devrait être nous parce que l'action publique est illégitime. Bon. Alors on peut très bien rester comme, vous savez, à Byzance, lorsque les Turcs commençaient à saper les murailles de la ville, dans cette espèce de querelle sur le sexe des anges. Enfin, c'était celle dont l'histoire nous dit qu'elle agitait les hiérarques byzantins pendant que les Turcs démolissaient les murailles pour finir par envahir Constantinople. On peut très bien rester dans cette situation-là, mais on peut, et à mon avis, c'est ce que j'ai proposé, on doit au contraire la changer. Et si on veut la changer, on doit reconnaître quelque chose, c'est que personne en tant que tel n'a la solution. Mais qu'en revanche, tous, si nous arrivons à travailler de manière coordonnée, en reconnaissant à chacun là où il est le plus légitime et le plus efficace, on doit pouvoir construire cette fameuse équipe. Ça, c'est la deuxième révolution et c'est ce que j'ai évidemment proposé. On pourra revenir un peu sur la manière dont ça va s'organiser. Troisième dimension, et je pense qu'elle vous touchera, en particulier les sénateurs métropolitains, mais c'est vrai aussi ailleurs, c'est de dire que la clé de l'export, en fait, elle n'est pas tellement dans l'organisation de magnifiques dispositifs à l'étranger, d'avoir 100 personnes à New York, 150 en Chine, etc. Parce que la vérité des choses, c'est qu'elles se passent en France. La plupart des PME, c'est bien ça dont il s'agit. Moi, je suis moi-même issu d'une famille, du côté de ma mère, on était actionnaire, enfin même propriétaire d'une petite PME normande qui était devenue championne dans sa catégorie. Elle était le numéro 1 mondial des barattes à beurre. Enfin, c'était des barattes mécaniques assez élaborées, mais venant de Normandie, il savait de quoi il parlait et ce qu'il construisait. Et était devenue championne du monde de l'export dans les années 70-80. Et j'ai bien compris dès mon enfance, en quelque sorte, que la problématique du chef d'entreprise par rapport à l'export, du chef d'entreprise de PME, c'était qu'en effet, il était dans son usine, dans son entreprise, et il ne savait absolument pas à quelle porte se tourner, vers quelle porte se tourner dans son territoire, pour commencer à réfléchir à une stratégie d'internationalisation. Et plus le temps a passé, plus non seulement il ne savait pas à quelle porte se vouer, mais il était littéralement agressé par différents acteurs qui lui proposaient tous de lui vendre une mission, un salon, etc. Donc au lieu de l'aider, au lieu de le rassurer, au lieu de l'aider à construire sa stratégie, il était littéralement agressé par des acteurs dont il ne percevait que l'approche mercantile. Donc, les mots clés de la proposition que j'ai faite au gouvernement, c'est de dire tout doit être d'abord structuré, cette fameuse équipe de France, dans les territoires. C'est en France que l'export commence et si on veut le réussir à l'étranger, il faut l'avoir préparé en France. Ça peut paraître pour beaucoup d'entre vous une évidence, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on était organisé. Et la deuxième chose, c'est que cette proximité, elle ne doit pas se traduire par un démarchage et par une sorte d'avalanche de propositions. Il faut aller en Chine, il faut aller au Brésil, il faut aller... Mais elle doit principalement constituer une offre de conseil vis-à-vis de l'entreprise
pour lui permettre, dans un dialogue avec un expert, et c'est ça que nous allons faire, de définir petit à petit, pas à pas, une stratégie à l'international. Et une stratégie à l'international, ça passe d'abord par le diagnostic des forces et des faiblesses de la PME par rapport à la question de l'international. On n'y va pas de manière romantique, comme ça, sans avoir réfléchi à la question de savoir si son produit, ses moyens, sa maturité vont être adaptés à ce marché. Je me souviens, je n'étais pas qui était le président de la République, mais il y a un certain nombre d'années, il y avait des programmes qui étaient absolument, pour être diplomate surprenant, qui consistaient à dire on va emmener 5000 PME en Chine. Mais ces 5000 PME en Chine, c'était très souvent la croisade des pauvres gens. Vous savez, cette croisade où finalement tout le monde partait, mais quasiment personne n'arrivait, parce qu'on était taillé en rondelles en chemin. Alors évidemment, les grands seigneurs, vous évoquiez, Monsieur le Président, les grandes entreprises du CAC 40, elles n'ont pas de difficulté à aller en Chine. Mais les petits, les obscurs, les sans grade, qui sont 100% de notre raison d'être, hein, nous, on ne s'occupe pas des grandes entreprises, on n'a pas besoin de nous. Ceux-là, il faut d'abord les rassurer, les préparer, leur permettre, avant de partir vers un marché donné, de disposer de toutes les informations et de tous les moyens nécessaires pour réussir. Parce que, comme vous le savez, une exportation, ou en tout cas un projet à l'export qui ne marche pas, qui échoue pour l'entreprise, et on sait par les statistiques des douanes qu'une entreprise sur 4, voire une entreprise sur 3 qui exporte une année, on ne la retrouve pas l'année d'après. Tout simplement parce que ça n'a pas marché. Pour dire les choses de manière triviale, elle s'est pris un peu les pieds dans son affaire. Donc une entreprise qui échoue, elle va contaminer une dizaine d'autres en racontant « Oh là là, ça s'est très mal passé, je suis tombé dans des pièges, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mon temps ». En revanche, une entreprise qui réussit parce qu'elle a été bien préparée, bien conseillée, bien orientée, c'est comme un jeune, d'une certaine manière, dans le système éducatif ou universitaire, parce qu'une entreprise qui commence une démarche export, elle est novice en sa matière. Si elle réussit, elle va contaminer positivement son environnement. Donc, pour conclure peut-être ce début de présentation, je dirais que là où nous avons complètement renversé le modèle, c'est de dire tout va commencer en région, dans la proximité avec les entreprises. Et donc nous allons repositionner une grande partie de nos forces pour pouvoir être dans les régions au contact avec les entreprises. Mais, comme nous le faisons dans une logique d'équipe, nous n'allons pas ouvrir notre guichet tout seul en méconnaissant les acteurs des territoires. Nous allons le faire en pleine cohérence avec les acteurs les plus légitimes des territoires. Le premier, qui est un acteur identique au nôtre, un opérateur, ce sont les CCI de France. Et on peut toujours critiquer tout le monde, et d'ailleurs nous sommes aussi très critiquables. Mais j'ai vraiment acquis la conviction que l'alliance de Business France et des CCI en France est absolument une alliance gagnante. Pourquoi ? Parce que nous avons tous les deux des faiblesses, mais nous avons tous les deux des forces. Et en additionnant nos forces, nous faisons quelque chose qui peut être extrêmement puissant. La force des CCI de France, c'est la proximité, c'est la connaissance du territoire, c'est leur caractère généraliste et leur relation avec les entreprises. Notre force à nous, c'est d'être un outil spécialisé dans l'international. Donc unir les deux, c'est véritablement créer une force de contact, de proximité pour aller voir les entreprises. Ça va vraiment être du porte-à-porte pour encore une fois, faire le diagnostic de leur situation vis-à-vis de l'export et leur offrir tous les moyens de réussir leur projection. Et nous aurons donc des objectifs assez importants. Le deuxième acteur très important, ce sont évidemment les régions. Je suis toujours un peu étonné à Paris on fasse, en tout cas dans les administrations, j'entends qu'on fasse comme si la loi NOTRe que vous avez voté, que le Parlement a voté il y a 2 ans, 2 ans et demi, n'est pas marqué les esprits. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les régions sont en première ligne dans l'internationalisation des entreprises et dans la promotion de l'attractivité. C'est une mission qui leur est confiée. Donc le dispositif national, M. Le Drian l'a dit très clairement, et le Premier ministre, je pense, le redira, nous-mêmes, et cette alliance avec les CCI, nous allons nous déployer en région, mais sous l'autorité des exécutifs régionaux. Nous n'allons pas arriver
comme un parasite qui s'implanterait sur leur territoire et qui leur expliquerait ce qu'il faut faire. Donc nous allons proposer aux régions que cette force d'hommes et de femmes, on envisage de mettre à peu près 400 à 450 conseillers qui vont, encore une fois, faire du porte-à-porte auprès des PME, se place dans la stratégie des régions. Et je vais, pas plus tard que demain, en Normandie, pour lancer, avec le président Morin et les présidents des chambres de Normandie, un premier pilote. Voilà, on pourra revenir plus en détail sur, dans le cadre des questions. Ensuite, je voulais dire un mot, parce que je sais qu'il y a dans cette salle pas mal de sénateurs représentant les Français de l'étranger. Je voudrais dire un mot de ce qui va se passer à l'étranger. Donc nous aurons en région un guichet unique, sous l'autorité de la région et constitué de l'union entre Business France et les CCI. Et cette union va, encore une fois, créer un guichet qui ira au contact des PME pour les préparer, les conseiller, les rassurer et générer cette envie d'international et les bons parcours pour y réussir. À l'autre bout de la chaîne, à l'étranger, je fais aussi une forme de révolution en levant un tabou qui consiste à dire qu'il n'y a que nous, Business France, qui sommes capables d'accueillir, d'accompagner les entreprises sur le terrain. Ceci est faux. Il est temps de le dire et de le dire clairement. Il y a d'autres acteurs qui ont une légitimité et une efficacité à tout le moins égale, voire dans certains pays supérieure à la nôtre. Et j'ai engagé donc des discussions avec les têtes de réseau des chambres de commerce françaises à l'étranger pour voir dans quelles conditions, mais pas dans des pays de quatrième zone, que je ne citerai pas parce qu'on est enregistré, mais dans des marchés importants. On a évoqué l'Espagne, on a évoqué Singapour, on a évoqué Hong Kong. Nous pourrions concéder notre activité à des acteurs privés. Je pense évidemment aux chambres de commerce françaises à l'étranger, à partir du moment où ces organisations en auraient évidemment la volonté et la capacité. Il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à quiconque. Et donc nous construirons, c'est ça qui est très intéressant, à l'autre bout de la chaîne, une nouvelle équipe qui sera composée d'une alliance entre Business France et ses chambres de commerce françaises à l'étranger pour un véritable partenariat public-privé. J'avais commencé à le faire en Australie, ça avait bien marché, ça a permis d'accompagner le succès de nos couleurs. Et je crois qu'on peut le faire aujourd'hui, ce qui permet au passage, et pour votre Assemblée il sera sensible, de faire des économies, parce que ça me permettra à moi d'alléger un peu le coût de mon organisation, et surtout de dire que finalement, à partir du moment où on est d'accord sur la même stratégie et sur les mêmes règles, eh bien, on peut être plusieurs acteurs différents à conduire la même stratégie. Donc à la fin, nous devrions avoir un système qui soit infiniment plus efficace pour les entreprises, qui s'intègre, parce qu'il sera beaucoup plus simple, qu'il s'intègre parfaitement dans la loi NOTRe que le Parlement français a votée il y a quelques années et qui notamment n'entraîne pas les régions, ce qui est toujours un petit risque, à recréer leurs propres dispositifs un peu en parallèle de ceux de la nation. C'est un problème, là encore, de fond, mais c'est aussi un problème de lisibilité. Et puis enfin, un vrai partenariat public-privé dans lequel cette équipe de France, tant dans les territoires avec les CCI qu'à l'étranger, avec les CCIFE et les acteurs privés, nous aurons une construction qui finalement bénéficiera à tous. Parce que dans cette affaire-là, personne n'est déplacé de son territoire de légitimité. Chacun est conforté là où il est et là où il veut être, mais nous partageons les bénéfices au sens collectif du terme dans une entreprise qui n'est plus vouée à se concurrencer, mais vouée à servir la nation à un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, où véritablement il y a une éclaircie et où il faut foncer. Voilà, on pourrait évidemment, c'est un peu long que ça. Est-ce que vous... Alors, en ce qui concerne vous m'avez posé une question sur les structures juridiques. Moi, je sais d'expérience qu'il faut d'abord mettre les raisons de faire quelque chose ensemble sur la table, s'accorder sur l'essentiel, avant de poser la question des structures. Parce que le mal français, ce sont tous ces mécanos où on commence par poser la question des structures. Évidemment, chacun après rentre dans sa tranchée et on passe des mois, des années parfois à essayer de se battre. Et même quand on finit à la fin
par fusionner des organisations, il reste une sorte des cicatrices sur la manière dont ces rapprochements ont été conduits qui font que les gens ont du mal à travailler ensemble. C'est un peu le cas d'ailleurs de ce qui se passe à Business France. Donc mon projet, je l'ai fait autrefois avec BPI France, c'est d'associer tous ces hommes et ces femmes de bonne volonté autour d'une stratégie, celle de Team France. Mais évidemment, il ne faut pas être naïf, il faut être capable de mesurer l'efficacité de cette association. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au gouvernement que cette équipe, les CCI, les régions, les chambres françaises à l'étranger et nous-mêmes, nous dotions d'un outil, d'un système d'information unique qui s'appelle un CRM, un outil de relation des clients, c'est-à-dire des entreprises, dans lequel chacun d'entre nous, et nous serons le plus gros contributeur, injecte l'ensemble de ces données. Une grande partie de la concurrence tient au fait que chacun pense qu'il est propriétaire des entreprises, de ses clients. À partir du moment où on mutualise à la fois la connaissance des PME françaises, la connaissance des marchés, la connaissance des filières, etc., on a un pot commun qui à la fois rassure et en même temps structure l'action des différents acteurs. Donc nous allons construire cette sorte de système nerveux qui va permettre de relier entre eux des acteurs de nature différente. Ça évite de poser tout de suite la question des structures et ça permet de passer à l'acte et au travail très très vite. Voilà. Sur la Chine, alors sur des questions plus géographiques, bien entendu, nous allons développer le même dispositif en Chine. J'ai passé pas mal de temps avec la Chambre de commerce là-bas pour voir comment on pouvait bien articuler notre organisation. Il est clair qu'il y a un défi considérable parce que le président de la République l'a dit, on est face à un pays, en tout cas, on est en partenariat avec un pays dont la qualité, la valeur ajoutée des entreprises a beaucoup augmenté depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Aujourd'hui, la Chine n'est plus simplement l'usine du monde, un pays qui produit des biens de consommation dont la valeur ajoutée est pour l'essentiel encore la propriété des entreprises étrangères. Je pense par exemple au téléphone de Apple. Non, elle est un pays qui elle-même invente dans beaucoup de domaines des produits, des technologies qui sont en tout point concurrentes avec les nôtres. Donc on a un vrai enjeu de réciprocité, en particulier dans l'accès au marché, parce qu'il y a certaines asymétries entre ce que la Chine laisse prospérer dans son marché et ce que nous, on laisse pénétrer dans le marché européen. Et je pense il y a un débat de diplomatie économique, de relations commerciales qui est conduit par le gouvernement, les ministres, en liaison avec l'Union européenne. Mais nous avons choisi d'être dans une approche beaucoup plus pragmatique, qui s'est en particulier, vous l'avez dit, illustrée dans la signature d'un accord avec JD.com, qui est le concurrent d'Alibaba en termes de grandes plateformes de commerce. Et nous allons justement brancher cette plateforme de e-commerce dans nos régions françaises, dans nos territoires, dans le projet que nous allons développer avec les CCI, de ce guichet unique et des plateformes numériques qui seront associées. Nous allons établir un branchement avec JD.com qui va permettre, c'est l'accord que j'ai signé moi-même avec son président Richard Liu, d'exporter des milliards de produits français et de référencer surtout des centaines d'entreprises françaises. Là, on a signé un accord pour 2 milliards d'exportations sur 2 ans, d'exportations nouvelles, et il nous a demandé de référencer plusieurs centaines de PME françaises qui vont être sur ces plateformes capables de référencer leurs vins spiritueux, leurs produits cosmétiques, leurs produits de design, etc., etc. Tous produits qui doivent avoir pour lui plutôt une forte identité française. Donc je pense que si on arrive à la fois à avoir un discours politique aussi clair que celui qui a été tenu par le président et par les ministres, et nous, à nous engouffrer dans la brèche pour proposer des solutions concrètes pour rééquilibrer ces échanges et permettre l'accès en plus grand nombre des produits français au marché chinois. Je ne dis pas qu'on va changer les choses en 3 jours, mais en tout cas, on tiendra la Chine, si je puis dire, à travers une stratégie claire et surtout concrète. Voilà. Un mot, bon, le Brexit, c'est une perspective qui est désormais se rapproche à grande vitesse.
nous notons, à travers les actions que nous menons en faveur des entreprises étrangères, du secteur financier, mais pas simplement installées en Grande-Bretagne, un intérêt croissant pour une relocalisation de tout ou partie de leurs activités sur le continent européen. Beaucoup sont en train maintenant de passer de la phase un petit peu de réflexion, de surprise, à la phase de passage à l'acte. Et donc il est fort probable que nous puissions voir au cours de l'année 2018 énormément de décisions. Il y en a déjà certaines qui sont intervenues dans le secteur financier qui conduiront ces entreprises à se relocaliser en Europe. Donc nous avons énormément de missions qui sont aidées par Christian Noyer, ancien gouverneur de la Banque de France, par Ross McInnes, qui était mon partenaire dans l'affaire australienne et qui, lui, se dirige vers les entreprises industrielles, qui est excellent, pour faire en sorte de convaincre ces entreprises de choisir plutôt la France que l'Allemagne. De ce point de vue-là, c'est vrai que l'attractivité relative de la France est en ce moment à son pinacle, pour des raisons absolument évidentes qui tiennent à la fois au Brexit, mais aussi à une situation qui n'est pas encore totalement décantée dans laquelle se trouve l'Allemagne, pour ne pas parler d'autres grands pays européens autour de nous qui sont confrontés à des difficultés politiques ou à de graves questions. On peut penser à l'Espagne et l'Italie qui a des élections dans quelques semaines. Donc nous avons véritablement un boulevard à charge pour nous de transformer là aussi l'essai. La semaine prochaine, le président de la République réunira à Versailles, juste avant Davos, toute une série de très grands investisseurs étrangers. Et le succès de cette manifestation vraiment inédite, qui n'a jamais été organisée, démontre qu'aujourd'hui, tous ces investisseurs regardent vers la France et à la fois sont très heureux de ce qui s'y passe, mais en même temps très désireux de peut-être compenser un retard qu'on avait enregistré ces dernières années, puisque à tort ou à raison, l'image de la France était un peu plus complexe. Donc on a véritablement, je pense que la diplomatie parlementaire y contribue aussi, une occasion fantastique, comme pour l'export, de changer de manière significative l'orientation des courbes et de remettre la France dans le vent. Et c'est évidemment essentiel pour le rétablissement de notre économie que nous puissions, bien davantage que les années passées, mais en nous appuyant aussi sur les réformes qui ont été conduites ces dernières années, profiter de cette situation pour gagner davantage à l'international. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour cette présentation très claire et très dynamique, cette mobilisation en faveur de l'exportation de nos PME, à la fois ce que vous avez dit concernant la mobilisation des territoires est douce à nos oreilles, car ici, ce sont les femmes et les hommes des territoires, et donc on sait très bien toutes les richesses que nos régions dont elles peuvent profiter et qu'il faut orienter vers l'exportation, et puis aussi mettre un terme à ces concurrences qui trop souvent par le passé nous ont paralysé ces chefs d'entreprise pour lesquels le temps est compté. Je voyais ces chefs d'entreprise qui accompagnaient le président de la République, une PME qui vient 3-4 jours en Chine, c'est un coût, c'est du temps et il faut véritablement se mobiliser comme vous l'avez évoqué. Sans plus attendre, nous allons passer aux questions. Alors j'ai une liste de 16 intervenants. Donc le bureau, dans sa dernière réunion, m'a demandé d'être très strict sur les temps de parole. 1 minute, une question. Je suis désolé, mais si on veut respecter la parole de chacun, essayez de condenser votre pensée pour qu'on ait un débat utile. Marie-Françoise Pérol-Dumont. Merci, Monsieur le Président. Mon merci n'est pas compté dans le temps de parole, Président. Tu perds du temps. Ah, vas-y. Mais sérieusement, je voudrais partager, Monsieur le Directeur Général, je voudrais bien sûr partager intégralement les propos du Président Cambon sur le rôle que vous avez joué en amont du contrat du siècle pour DCNS et saluer l'image que vous avez donnée des ambassadeurs et de l'approfondissement de leur rôle dans la diplomatie économique. C'est la raison pour laquelle, pour moi, vous êtes la bonne personne au bon endroit et le fait que vous soyez Directeur Général de Business France semble une évidence. Je voudrais saluer une publication récente de diplomatie, de France Diplomatie, parce que vous y avez contribué. Je la salue parce qu'elle tord le
cou à un certain nombre d'idées reçues qui sont totalement néfastes et vous tordez le cou à ces idées-là avec des chiffres à l'appui sur la France qui serait en perte de vitesse, sur la France qui ne serait pas ouverte à la mondialisation, sur le mot entrepreneur qui ne serait pas français et j'en passe. Cela rejoint mon propos, les propos que vous avez tenus sur le fait que les clignotants étaient au vert. Si les clignotants sont au vert, ce n'est pas ex nihilo, ce n'est pas un don du ciel, c'est parce qu'un nombre de décisions ont été prises antérieurement par le gouvernement précédent, mais par d'autres aussi sans doute, parce qu'il y a là une forme de continuité de l'État. Alors j'aimerais que vous me disiez si vous considérez que les décisions prises par Laurent Fabius de regrouper un certain nombre d'opérateurs, en l'occurrence en ce qui vous concerne, UbiFrance et l'AFI, ont contribué à ces évolutions et quel est l'aspect positif de ces regroupements? Faut-il aller plus loin? Faut-il aller plus loin avec la BPI? Je vous pose aussi cette question parce qu'avec mon collègue Vial, nous travaillons sur un autre sujet, mais qui contribue à l'image de la France dans le monde, c'est la poursuite des fusions autour d'Expertise France. Expertise France qui est notre opérateur. Bon, c'était plus compliqué que pour vous. Il y avait 6 opérateurs. Faut-il aller plus loin par rapport à d'autres petits opérateurs qui restent en France, qui restent en place pour plus de lisibilité de l'équipe France à l'étranger? Je vous remercie, Président. Je m'en suis tenu à une question alors que j'en avais 2 autres. Merci, Président. Tout à fait exemplaire, Marie-Françoise. Très bien. Et avec non, vous allez répondre en totalité parce qu'il va sûrement y avoir des questions qui vont se recouper. Richard Yung. Merci, Président. Je veux souligner que nous avons travaillé à la préparation de la loi sur les entreprises, la loi Pacte, préparée par Bruno Le Maire, et un des volets concerne le développement des PME à l'exportation. Et pour une fois, peut-être, on peut le dire, nous avons pu travailler en coordination. Nous nous sommes vus, vous nous avez donné la primeur de votre rapport, et au fond, nous avons repris, pour ce qui est de la structure et de l'architecture, ces propositions, en particulier celle du guichet unique, régional, CCI, etc., en France. Je le souligne parce que ça veut dire quand même qu'on tire dans la même direction et c'est plutôt un espoir. Et je veux dire combien je soutiens ce que vous avez décrit comme démarche d'accompagnement aux PME. Moi, j'ai été frappé en visitant l'Italie, en allant en Italie, de voir que les chambres de commerce en Italie faisaient exactement ce que vous avez décrit, c'est-à-dire qu'ils ont 300 ou 400 conseillers qui vont dans les entreprises et élaborent toute une stratégie et préparent les entreprises à se projeter. Et c'est quand même plus efficace que d'aller 3 jours au salon du prêt-à-porter à Shanghai et de revenir en France et après il ne se passe plus rien. Donc là, on a une démarche, je crois, qui est bien. Ma question, et je m'arrête là, une seule, le schéma que vous avez décrit, monsieur le directeur général, priorité d'abord sur le territoire français et ensuite restructuration à l'étranger, ça implique sans doute un redéploiement de ce que vous êtes, à la fois de vos structures et de votre personnel. Comment est-ce que vous abordez cette question-là? Merci Richard. Olivier Cadic. Merci Monsieur le Président. Oui, moi je m'associe évidemment au concert de louanges par rapport à ce qui s'est passé en Australie et j'y suis passé encore récemment et ça a été rappelé. Et ce que je veux dire va peut-être un peu être sur une ligne un peu différente parce que, si vous voulez, j'ai bien écouté attentivement, je voudrais juste rappeler les prédécesseurs, les ministres ou secrétaires d'État en charge du commerce extérieur qui se sont succédés et qui ont rivalisé d'ambition en baptisant leurs programmes tels que Cap Export, Force 5, l'équipe de France de l'export, So French So Good, diplomatie économique. On en a maintenant, c'est Team Export, c'est ça, Team France. Mais à chaque fois, derrière ces mots pompeux, toujours des bouquets de mesures qui sont révélés un peu fanés d'aide pour les PME à l'export. Et on en voit les résultats aujourd'hui. Ça fait 3 ans que Business France est créé. Alors, regardons un petit peu les résultats. En 2016, au-delà d'un an d'action, 48,1 milliards d'euros de déficit. Pour 2017, parce qu'on nous dit que tout va bien, en 2017,
on nous promettait au budget 20 milliards d'euros de déficit. On est à plus de 60 milliards d'euros de déficit. Les équipes ont travaillé et on a ce résultat. 2019-2020, on n'a même plus de chiffres de prévision au budget pour 2020. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu la corrélation que l'on fait entre les actions que l'on lance, parce que Dieu sait si on travaille, mais quand on voit les résultats, apparemment, ils ne sont pas là. Donc, quelle est la corrélation entre le programme que vous présentez et l'impact sur notre balance commerciale? Simplement, moi, je fais une observation. On est passé numéro 2 derrière l'Espagne en exportation vers le Maroc. Pourquoi? Parce que Renault a mis en place une usine de moteurs dans le sud de l'Espagne. On est passé en balance commerciale déficitaire avec le Maroc. Pourquoi? Parce que Renault installe une usine à Tanger et réexporte vers la France 15% de sa production. Donc, si vous voulez, j'ai du mal à voir la corrélation entre toute cette action que nous avons. Premier exportateur de véhicules produits en France vers l'Italie, Toyota. Donc, moi, j'aimerais bien savoir qui est-ce qu'on aide. Et donc, parce qu'il faut qu'on ait une compréhension de toute l'action ambitieuse que vous présentez, voir en quoi donc elle va avoir un impact sur notre commerce extérieur. Donc, qui est le responsable de ce résultat pour 2017 ? Et deuxièmement, justement, parce qu'il y a un point que vous avez évoqué, les PME, vous voulez les aider à exporter. Vous dites un tiers ou un quart ne réexportent pas l'année d'après. Juste pour dire, parce que je veux parler des PME, vous les aidez. Mais quelle est moi mon observation? Ce n'est pas qu'elles arrêtent d'exporter, c'est qu'elles exportent depuis l'étranger. C'est-à-dire que vous les aidez à partir à l'étranger, et une fois qu'elles sont à l'étranger, leur commerce international se fera de l'extérieur. Donc ça n'a pas d'impact sur notre balance commerciale. Voilà pourquoi je voulais poser cette question. Merci Olivier pour cette question évidemment très intéressante. Jean-Pierre Vial. Oui, respectez le temps, je vous en prie, parce que... très rapidement, parce que ma question, en fait, prolonge un petit peu l'intervention de ma collègue. Sur l'aide au développement, monsieur le directeur, vous avez évoqué qu'il y a effectivement les moyens, la culture, vous avez parlé d'écosystème, j'y suis assez sensible. Et justement, pour prendre l'exemple de l'aide au développement, on a différentes équipes, structures, a été évoquée la situation d'Expertise France. Et pour parler de culture et d'écosystème, les Allemands sont souvent pris en référence en disant « on chasse en meute ». Or, en matière d'aide au développement, je sais que ce n'est pas tout à fait correct ce que je vais dire, mais en matière d'aide au développement, ils savent poser les bases sur le terrain à travers justement des actions, la création de normes, de techniques qui après se retrouvent bénéfiques pour les entreprises qui sont à l'international. Est-ce que à ce sujet-là, on pourrait quand même casser un petit peu le mythe qu'il y a dans la maison, excusez-moi, au niveau de l'aide au développement, qui consiste à considérer que l'aide au développement doit être faite de façon idéale, déconnectée de toute l'économie de notre pays. Un vrai sujet là. Hein. Merci. Jean-Paul Émorine. Oui, merci Président. Je serai assez rapide, mais j'étais assez sensible au fait que vous évoquiez que j'ai pu commettre un rapport sur les PME à l'export. Simplement, ce que je voudrais rappeler ici devant Monsieur le Directeur Général, c'est que les PME représentent 99% de nos exportateurs, mais qu'elles représentent que 15% du chiffre d'affaires à l'exportation. Sur les plus de 600 milliards de chiffre d'affaires, les PME représentent que 94 milliards au chiffre qui m'avait été donné à l'époque, ce qui montre bien la faiblesse de nos PME. Vous avez souligné, bien sûr, dans votre révolution copernicienne, l'Allemagne qui avait 200 000 entreprises et la France 125 000, où il faut relever que l'Allemagne a un excédent budgétaire et que nous avons un déficit. Ce que je voulais vous dire, Monsieur le Directeur Général, l'approche que vous avez sur les régions me convient tout à fait, je l'avais fait valoir dans mon rapport, avec les CCI. Mais je vous ai entendu peu parler, ma collègue en a parlé tout à l'heure, du rôle de la BPI, puisque c'est une structure qui est devenue au niveau des régions et elle peut vraisemblablement aider nos PME. La proposition que je faisais à l'époque, je serai très rapide, Président, c'était de revenir à ce que nous avions fait par le passé dans les régions, une approche par filière. Vous qui avez été dans le monde entier, on parle de filière. Et il y a quelque chose qui a très bien marché par le passé, ce sont les pôles de compétitivité, les pôles d'excellence, puisque moi j'ai participé au comité de sélection au niveau national. Et j'ai un exemple, par exemple, dans les pôles de compétitivité, en Bourgogne, nous avons un pôle nucléaire.
Bien, il y avait 140 entreprises qui travaillaient pour le pôle nucléaire, elles ne se connaissaient pas. Est-ce que ce n'est pas une approche que nous devons avoir au niveau des provinces? Rapidement, pour répondre en écho à ce qu'a dit le président Cambon sur les copeaux que nous envoyons en Chine, faites attention, monsieur le directeur général, ce sont les chênes de Bourgogne qui partent en Chine et la valeur ajoutée se fait en Chine au lieu de se faire en France. Merci Jean-Paul. Hélène Conway. Oui, merci Président, Monsieur le Directeur Général. Merci pour vos propos et surtout bravo pour votre pragmatisme. Je crois que nous en avons bien besoin. Vous avez parlé de révolution nécessaire. Je crois qu'elle est en marche depuis quelques années déjà, cette révolution. Elle prend du temps parce que chacun de ces acteurs défend son précaré, ce qui fait que malheureusement on les retrouve en concurrence. Et la mise en place de la diplomatie économique avait deux volets. C'était en effet créer cette équipe France, cet esprit d'équipe, mais aussi que les ambassadeurs, et là viendra ma question, ont eu pour mission enfin de devenir le patron localement de toutes nos activités économiques. Je crois qu'un certain nombre de vos collègues, enfin dans votre vie précédente, en tout cas, me disaient que cela prenait jusqu'à 80% de leur temps, suivant les pays où ils se trouvaient. Et ce dont nous souffrons, en fait, c'est le manque d'un objectif unique et simple qui s'applique à tous et d'un acteur pratiquement unique aussi qui pourrait décliner cet objectif. Alors, moi, ma question, c'est, aujourd'hui, vous êtes un de ces acteurs, mais ne pensez-vous pas que nous avons besoin de continuer à fusionner en tout cas à les faire travailler ensemble, parce que vous parlez des CCI, mais il y a aussi les CCEF qui font un travail remarquable et qui malheureusement sont toujours un petit satellite parmi tous ceux qui agissent localement, qui font remonter à Paris un certain nombre de fiches très intéressantes sur ce qui peut être décliné localement. Et moi je me demande, voilà, est-ce que nous n'avons pas vocation à continuer ces fusions et essayer de nous regrouper au-delà de simplement d'une équipe où chacun continuerait à jouer son rôle? Merci Hélène. Yannick Vaugrenard. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, j'ai apprécié votre présentation notamment sur la stratégie d'internationalisation de Business France. Je crois que tout ne se fera pas en un jour, même s'il y a une volonté qui est forte, et la vôtre est forte. Même si vous mettez en avant le pragmatisme, je pense que si la France n'est pas traditionnellement un pays exportateur, c'est pour différentes raisons, pas seulement économiques. Ça peut être des raisons de formation, voire même des questions culturelles. Donc ce que vous proposez, à savoir Business France, les chambres de commerce et d'industrie avec les régions, m'apparaît particulièrement pertinent. En même temps, si je puis dire, il y a également beaucoup de collectivités territoriales, que ce soit des communes, des intercommunalités, des départements, qui font des jumelages, qui prennent des initiatives. Comment vous allez faire pour essayer de fédérer tout cela ou essayer d'inciter nos régions à inciter elles-mêmes les autres collectivités territoriales à se regrouper ou tout au moins à informer les régions des démarches qui peuvent être faites de manière particulière. Bref, chasser en meute. Deuxième aspect, c'est une question. Nous souffrons bien entendu, on le dit fréquemment, du fait que nous avons des PME, mais de passer de PME à entreprises de taille intermédiaire, c'est difficile, c'est compliqué. Et si nos PME sont moins exportatrices en termes de chiffre d'affaires, je dirais, c'est peut-être aussi parce qu'elles sont insuffisamment des entreprises de taille intermédiaire. Donc, est-ce que vous, à votre niveau, auprès de BPI France, vous pouvez travailler ensemble, en quelque sorte, pour mettre en œuvre je dirais des initiatives pour permettre à nos PME de passer en entreprise de taille intermédiaire le plus possible? Très bonnes observations. Michel Boutan. Oui, Monsieur le Président. Un point qui n'a pas encore été abordé dans toutes les questions qui viennent d'être posées, c'est celui des VIE. Quel est le regard que Team France porte sur les VIE? 9200 ont été signés en 2016. Quelle va être leur évolution? Est-ce qu'ils jouent un rôle essentiel ou secondaire dans le défi que vous lancez de réduire le déficit et même de passer à un excédent commercial? Et
comment fonctionne le partenariat, ou comment verriez-vous le partenariat fonctionner entre les acteurs que vous avez signalés, les CCI, les régions, et les entreprises et bien entendu les volontaires eux-mêmes? Monsieur le directeur général, d'abord, bravo pour la coopération entre les chambres de commerce françaises à l'étranger et nos institutions à l'étranger. Très bien, parce que jusqu'à maintenant, non seulement il n'y avait pas de coopération, mais il y avait des affrontements parfois brutaux. Deuxièmement, d'accord avec ce que disait Olivier Cadic, mais je voudrais faire une petite remarque, c'est que si Renault va s'installer à l'étranger, importe des voitures produites à l'étranger, mais elle exporte beaucoup aussi dans notre pays. C'est le cas de Renault à Borsa, 1 million de production de voitures par an. Enfin, dernier point, vous n'avez pas parlé des investissements de sociétés étrangères en France pour aller vers l'exportation. Je m'explique. Moi, j'ai l'expérience de 6 à 7 entreprises que j'ai amenées à investir en France qui exportent au départ de la France. Beaucoup. Je vois par exemple une, pour ne pas la citer, un producteur chimique, un gros producteur chimique, qui a 5 ou 6 usines maintenant en France et qui exporte 74% de sa production, en dehors de l'Europe et en Europe. Donc, vous ne l'avez pas évoqué, mais je pense que les investissements, y compris pour beaucoup de PME, c'est très important, les investissements étrangers qui sont amenés aussi à exporter. Merci Robert. Ladislas Poniatowski. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, une seule question. Où en êtes-vous en Iran? Depuis que Trump a pris des... En attendant qu'il prenne sa décision sur le nucléaire et les missiles, il a pris une décision très importante. Il a interdit à toutes les banques américaines, il a fait pression sur toutes les banques importantes européennes pour leur interdire d'aider tous les investissements des grandes entreprises. Alors, l'exemple concret d'Iran, Total et Renault, peuvent s'en passer. On a poussé vers vous toutes les autres entreprises, que ce soit pour les investissements ou que ce soit tout simplement pour les accords commerciaux. Ce que vous allez voir en Normandie est amusant demain, parce que les 400 premières vaches, je crois que c'est, ou les 600 premières qui vont être envoyées en juin, c'est assuré, mais le contrat demandé, c'est un formidable contrat arraché par Hervé Morin, c'est 10 puis 20 000 vaches. Donc pour les aides à l'investissement ou les aides commerciaux en Iran, où en êtes-vous? Merci Ladislas. René Danesi. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, j'ai travaillé pendant 40 ans à l'Agence de développement économique du Haut-Rhin, jusqu'à mon arrivée au Sénat. Et cela dans le département du Haut-Rhin, c'est-à-dire riverain immédiat de l'Allemagne. Donc j'ai eu l'occasion de comparer, d'autant plus que dans le département du Haut-Rhin, nous avons eu de nombreuses implantations d'entreprises allemandes qui exportaient ensuite pour le compte de la France. Bon. Mais alors, résultat de mon expérience, moi je partage tout à fait votre analyse sur la faible efficacité de notre dispositif de stimulation. Et donc il fallait l'améliorer. Et je soutiens totalement votre nouvelle stratégie, avec une équipe de France qui soit territorialisée. Mais si la restructuration me paraît une condition nécessaire, je ne suis pas convaincu qu'elle soit suffisante. En effet, le meilleur entraîneur d'une équipe de football n'a aucune chance de gagner le championnat de France avec une équipe de 3e division. Et là, la comparaison avec l'Allemagne me paraît tout de même intéressante, même si vous avez évacué assez rapidement la qualité d'exportation de l'Allemagne. Ce n'est pas du tout inné, cela est construit. En effet, l'Allemagne s'appuie principalement sur 3 leviers en matière d'exportation. Le premier, c'est son tissu économique qui est radicalement différent de celui de la France. La force de l'économie allemande, c'est le grand nombre d'entreprises familiales qui ont 500 000 habitants. 5 000 salariés. Une entreprise familiale a couramment 5 000 salariés en Allemagne. Bien. Alors qu'en France, depuis 50 ans, tout a été fait pour favoriser les grands groupes au détriment des entreprises de taille intermédiaire. J'ai fait un jour l'inventaire dans le département du Haut-Rhin de la structure de nos entreprises et j'ai été effaré de voir le peu d'entreprises familiales que nous ayons au-dessus de 50. Au-dessus de 50, il n'y en a pratiquement plus.
Alors, si on compare avec les années 50, on voit bien l'évolution qui a eu lieu. Donc, premièrement, c'est la structure des entreprises de l'économie allemande. La deuxième, c'est la structure bancaire allemande qui est également régionalisée. C'est-à-dire que toutes les entreprises peuvent prendre appui sur une banque régionalisée. En France, il n'y a plus de banque régionale. Nous avions en Alsace le Crédit industriel d'Alsace-Lorraine qui a été absorbé. Banque nationale. Et donc aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous avez un interlocuteur, quelqu'un qui est dans un système national. Troisième point, qui lui est totalement culturel, dans une entreprise allemande, le commercial est beaucoup plus considéré que l'ingénieur, fût-il polytechnicien. Merci René de cette expérience de terrain vécue. Ronan Legleux. Merci Monsieur le Président. Allez, il reste 3 intervenants. Allez-y. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, je tiens à saluer et à véritablement soutenir votre travail parce que la notion de guichet unique, elle a notamment été défendue depuis très longtemps par l'Assemblée des Français de l'étranger l'idée d'avoir un seul interlocuteur à l'étranger, c'est absolument un sujet qui est débattu, voulu, parce qu'il y a des effets de concurrence contre-productive de nos acteurs et donc tout ça va absolument dans le bon sens. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une phase d'expérimentation, notamment sur la question de concéder des activités de Business France à des chambres de commerce à l'étranger? Est-ce qu'il y a finalement des pays tests, des pays pilotes, et lesquels, si c'est le cas? Est-ce que d'une certaine manière, on peut parler de délégation de services publics dans ce cas-là? Et puis, un point qui n'a pas encore été abordé, mais qui ne rentre peut-être pas dans le cadre de votre mission, c'est que finalement, une des clés de la réussite de l'export, c'est aussi la maîtrise de l'anglais. Et la maîtrise, en règle générale, des langues étrangères. On n'a pas encore abordé ce sujet, mais on ne peut pas parler de l'export sans parler de la maîtrise de l'anglais. C'est impossible. Si on n'a pas dans nos PME des gens qui sont capables de suivre les dossiers en anglais ou dans les langues étrangères, on ne peut pas réussir l'export. Voilà. C'est un des points qui me semble absolument nécessaire à rappeler. Je vous remercie. Merci Ronan. François Patria. Et Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je salue l'objectif que vous avez affiché de rendre plus lisible le dispositif public d'accompagnement, entre autres dans le nombre d'entreprises qui me disent leurs difficultés d'aller exporter, et surtout des PME ou c'est eux des ETI, me disent que le problème des normes est souvent pour elles à l'exportation un frein contre lequel ils ont du mal à lutter compte tenu de mesures d'autoprotection qu'il y a dans ces pays. Mais ce que je voulais souligner, c'est dans votre préambule, vous mentionnez la redéfinition au niveau de l'État de la doctrine en matière d'investissement direct des étrangers par le biais d'une charte des IDE, destinée tant aux collectivités territoriales qu'aux services déconcentrés de l'État. Cette charte viserait à accélérer les procédures d'autorisation administrative et à favoriser et accompagner les réinvestissements. C'est bien lu. Or, lundi, j'étais au vœu du ministre de l'Économie. Le ministre de l'Économie et des Finances a affirmé sa volonté de renforcer le décret Montebourg relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable et à l'élargissement aux données numériques et à l'intelligence artificielle. Au niveau européen, le ministre a demandé conjointement avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne à la Commission européenne un règlement sur les investissements étrangers en Europe. Aussi, vous serait-il possible de clarifier comment vous comptez concilier l'orientation du gouvernement vers un contrôle accru de certains IDE et la charte de simplification que vous proposez? Merci François. Joëlle Garriot-Mellam, puis Raymond Val et après réponse du directeur général. Oui, merci beaucoup. Je m'associe au concert de louanges parce qu'effectivement, je pense que vous étiez le meilleur choix et c'est vrai que connaissant depuis très longtemps votre travail, je ne peux que me réjouir de ces nouvelles responsabilités. Alors, au milieu de ce concert de louanges, moi, je vais faire un tout petit reproche minime. Mais je pense vraiment qu'on a trop longtemps sous-estimé la francophonie en tant que levier possible de développement. Alors je partage effectivement la nécessité de l'anglais, mais d'autres langues, parce qu'on sait très bien que si on parle allemand, on réussira mieux en Allemagne, on exportera mieux, et je parle d'expérience, mais je crois aussi que nous devons renforcer cela. Mon petit reproche, c'est peut-être plutôt que de parler de team export, équipe export, bon, et ça fait partie aussi de l'attractivité française. Notre langue plaît de plus en plus et peut attirer. Je crois que nous devons nous battre aussi pour cette langue. Alors bravo pour
votre stratégie de rapprochement et surtout de travail sur la France elle-même, parce que nous avons besoin de donner envie à ces entreprises d'exporter. Juste un tout petit exemple, un ambassadeur d'un pays du Moyen-Orient qui s'était énormément investi dans le cadre d'un appel d'offres pour que la France remporte cet appel d'offres. La France l'a remporté, il a été prévenu par le dirigeant au plus haut niveau de l'État, et lorsque tout heureux il est allé prévenir l'entreprise, celle-ci lui a répondu « Oh ben non, finalement, vous savez, c'est un petit pays, je n'ai pas le temps ». Et je peux vous dire que le pays étranger qui a du coup remporté cet appel d'offres, s'est servi de ce tremplin d'une manière absolument remarquable et a très bien réussi. Donc je crois que nous avons aussi cette responsabilité vis-à-vis des entreprises françaises et vraiment merci de pouvoir l'accompagner. Merci. J'aurais eu peut-être juste une toute petite question. Non, c'est interdit par le règlement. Raymond Val pour clore ce festival de questions toutes passionnantes. Merci, M. le Président. J'irai très très vite. Monsieur le Directeur Général, félicitations. Dans les précédentes générations de fonds leaders, il y avait un volet coopération que j'ai utilisé dans des collectivités locales et qui facilitait, avec des fonds à l'appui, la mise en relation sur l'Europe et la bordure de la Méditerranée. Ces fonds n'existent plus ou sont utilisés ailleurs. Et je pense qu'il y aurait grand intérêt à permettre aux collectivités territoriales à pouvoir retrouver à travers ces fonds de coopération décentralisés, alors même que les fonds leaders sont maintenant gérés par les régions, un grand intérêt à les retrouver. Voilà, Monsieur le Directeur Général. En 10 minutes comme à l'époque. Il se confirme l'engagement et l'intérêt de votre commission pour ces questions de l'export, et ça me conforte dans l'idée que c'est vraiment le moment de faire tout ce qu'on doit faire, parce qu'il y a aussi ce soutien important du Parlement. Pour répondre à monsieur, une chose très juste que monsieur Cadic a souligné, c'est que les équipes de France, on en a fait pas mal ces derniers temps. Mais si on devait prendre une métaphore ferroviaire, mon projet, j'aurais passé volontiers beaucoup plus de temps avec vous pour entrer dans les détails, n'est pas tellement, comme on a cherché à le faire par le passé, d'associer des wagons, d'accrocher différents wagons de différentes couleurs pour essayer de faire un même train. C'est au contraire de faire, un peu comme on a dans le métro parisien, un seul train qui ne soit pas composé de différents wagons. Autrement dit, jusqu'à présent, on a cherché l'État, et j'ai pu avoir ma responsabilité dans le passé à cet égard, à chercher à être un peu l'arbitre des élégances. Donc on faisait la photo de famille, alors on disait vous, les CCI, vous vous mettez là, vous, Business France, etc. Donc toujours cette idée amont-aval, et on va être comme une chaîne, mais bon. Là, c'est très différent, parce que à chaque étape du guichet unique en France au guichet unique à l'étranger, nos équipes seront mélangées, seront unies dans de mêmes structures. Dans les CCI, le guichet unique qui va aller au contact des entreprises dans les territoires, eh bien, nos équipes seront dans les mêmes bureaux. Il n'y aura pas d'amont-aval et feront le même boulot, chacun apportant ses contributions. Et à l'étranger, le guichet unique qui va recevoir les entreprises sera tantôt composé d'un bureau Business France, tantôt composé d'une chambre à l'étranger. Donc on aura un système qui sera infiniment différent, parce qu'il sera éminemment coopératif, et on partagera à la fois les objectifs, mobiliser plus d'entreprises, et les résultats, qu'est-ce que ça a donné. Donc c'est cette solidarité des objectifs qui me paraît essentielle, parce que sinon on est toujours en train de regarder dans l'assiette du voisin et de se dire est-ce qu'il est mieux servi que moi, et les mauvais génies français, c'est-à-dire notre caractère gaulois et le fait que chaque tribu pense qu'elle est plus légitime que les autres, ressortent. Là, on va être associés au même banc de nage, et il faudra que tout le monde rame dans le même sens pour faire avancer le navire. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'était qu'il y avait une très grande bonne volonté parmi toutes les têtes de réseau, des CCI de l'étranger, des régions, pour véritablement changer la donne. C'est pour ça que je me suis permis de parler de révolution copernicienne, parce qu'on inverse réellement le principe, et on pense qu'à chaque étape, à tous les guichets,
on va le faire ensemble. Beaucoup de gens, beaucoup de sénateurs et de sénatrices ont posé la question de la BPI. Il est clair que pour que nos entreprises se développent à l'étranger, dans l'environnement que j'ai décrit, qui est infiniment plus favorable en termes objectifs et aussi psychologiques, la confiance, l'accompagnement, c'est-à-dire le guide, celui qui va les préparer, comme si vous faites un voyage à l'étranger, il faut que vous ayez quelqu'un avant qui définisse avec vous les étapes de ce voyage, comment il faut s'habiller, est-ce qu'il faut emmener des médicaments, etc. Et puis après, vous avez quelqu'un qui va vous accueillir sur le terrain. Donc ça, c'est guichet unique pour se préparer, guichet unique à l'étranger pour vous accompagner. Évidemment, il faut aussi du carburant. Et la question financière, elle est consubstantielle. Un dispositif d'accompagnement sans carburant, ça serait évidemment comme une carriole sans chevaux. On n'irait pas très loin. Et puis aussi, après, il y a aussi la question, en effet, du cocher et donc de la question des langues qui a été évoquée, des formations. Le gouvernement va essayer de faire le 9 février, le Premier ministre, une présentation qui portera sur ces 3 questions. La question de l'accompagnement, on vient d'en parler, c'était mon rapport, enfin en tout cas à partir de ce rapport que le gouvernement a fait ou fera ses choix. La question du financement qui a été bien travaillée pour que le carburant puisse accompagner l'aventure, et puis la question de la formation. Alors, ça me permet de dire un mot justement sur BPI, vous en avez souvent parlé, Monsieur Poniatowski. Finalement, on a trouvé, grâce à BPI, la solution qui permet d'accompagner financièrement, notamment en Iran, des entreprises françaises et de se substituer aux banques qui évidemment ont très peur de se faire coincer aux États-Unis sur des montants bien plus importants et des enjeux plus importants pour elles si elles finançaient des opérations de commerce extérieur en Iran. La BPI, elle a un avantage, c'est qu'elle n'a pas d'activité aux États-Unis et donc personne ne peut l'attraper là-bas puisqu'elle n'y est pas. Donc le gouvernement annoncera, ou en tout cas confortera la BPI, dont vous savez qu'elle a récupéré les activités publiques de COFAS. Ça s'est fait l'année dernière et donc elle est aujourd'hui en train, avec notre aide, de s'organiser pour être capable de diffuser, de distribuer les produits de COFAS, l'assurance prospection, mais aussi l'assurance crédit tout court. Quand on va en Iran, moi je suis vraiment frappé, c'est une des choses qui m'a frappé quand je suis revenu à Business France, c'était de voir que partout mes équipes préparaient des salons, des missions d'entreprise dans tous les domaines vers l'Iran. Il y a un appel d'air. D'ailleurs, la France, il y a des parts de marché très flatteuses, pas simplement dans l'industrie automobile. Et les Iraniens voient évidemment dans la France un partenaire majeur de leur rétablissement économique et de la possibilité d'avoir accès à des produits ou des services dont ils ont été privés depuis une vingtaine d'années. Donc, les financements de BPI France vont permettre d'accompagner ce mouvement en espérant qu'il n'y aura pas de nouveaux soubresauts en Iran, ce qui reste quand même une question ouverte. Et plus généralement, dans cette, le sénateur a parlé de l'Italie, qui effectivement est un très bon exemple. Moi, ce que j'essaye d'appliquer comme stratégie, c'est une stratégie justement italienne qu'ils appellent dans leur langue la macchia d'olio, c'est la tache d'huile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre. Enfin, je veux dire, c'est pas nous qui sommes le centre. Vous le disiez très justement, Madame Perrol-Dumont, Monsieur Fabius a le premier donné un coup de pied dans la fourmilière en disant il y en a assez de ces petites baronnies, y compris à l'intérieur du secteur public, qui passent leur temps à fortifier leurs frontières avec les autres. Donc il a réunifié Business France, enfin il a Business Ubifrance et la FI. Mais du coup, ça nous a donné une légitimité, parce qu'on a fait le boulot dans la partie publique, pour dire aujourd'hui, en tache d'huile, on va s'incorporer aux autres acteurs, les CCI de l'étranger. Et à la fin, on aura quelque chose qui ressemblera à une sorte de galaxie, mais une galaxie organisée. Enfin, c'est vraiment ça le projet. Et l'essentiel, pour moi, en tout cas par expérience, c'est qu'on ne prétende pas la gouverner. C'est qu'il faut surtout que nous, l'État, nous, en tout cas l'opérateur de l'État, nous ne prétendions pas être le chef, être le sommet de la pyramide, donc d'où cette organisation que j'appelle en tache d'huile, parce qu'elle a l'avantage que, comme disait Pascal, le centre est partout et la circonférence nulle part, tendanciellement. Et voilà. Donc, en revanche, ça permet d'agréger des choses, et donc le rôle en particulier de Business France, que nous développerons avec les CCI en France aussi, c'est de faire le lien, d'être le pont avec les questions de financement.
avec BPI France. Donc nous nous voyons, parce que nous avons nous-mêmes une coopération assez poussée avec une cinquantaine de nos collaborateurs dans les délégations régionales de Business France, qui font justement ce travail de conseil pour un petit nombre d'entreprises, donc il faudra en faire plus. Mais nous allons pouvoir à chaque fois, dans ce rôle de conseil des PME, dans ce rôle de référent, en leur offrant un partenaire qui va les sortir de leur solitude pour les aider à se poser toutes les questions de l'export, nous allons aussi les mettre en contact avec BPI lorsqu'ils auront besoin de financement et être un trait d'union. Je pense que c'est essentiel dans un domaine aussi complexe que l'export d'assumer que notre mission, c'est d'être un trait d'union. Ce n'est pas d'avoir la solution et de l'imposer, c'est d'être un trait d'union entre tous les acteurs qui, comme j'ai dit tout à l'heure, détiennent une partie de la vérité. Alors, il y a une troisième dimension qui est très importante aussi dans l'export, je l'ai dit, c'est les ressources humaines, parce que c'est vrai que contrairement à d'autres pays, on parle moins bien anglais, même si ça change un peu dans la jeunesse, et on a une petite frilosité à se projeter à l'international. C'est pour ça que la solution des VIE, qui en est une parmi d'autres, monsieur le sénateur, mais qui marche très bien, on est aujourd'hui à 11 100 à l'heure où je vous parle, ou 120 jeunes. Et c'est depuis le début de la formule 70 000 qui ont créé véritablement une génération de jeunes Français qui se sont frottés à l'international. 85% d'entre eux sont embauchés à l'issue de leur VIE et les 15% qui ne le sont pas, c'est généralement parce qu'ils veulent mener une nouvelle aventure. Donc il est vraiment très important qu'on arrive à élargir cette population dans les années qui viennent, en particulier vers des formations commerciales dans des BTS, etc., pour qu'il y ait en particulier à destination des PME, les hommes et les femmes, les jeunes hommes et les jeunes femmes, ou un peu moins jeunes, capables de prendre le relais du chef d'entreprise. Parce que vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, l'importance en Allemagne du commercial, on n'en est pas encore là en France. Pour nous, il y a encore le mythe de l'ingénieur, et même nos ingénieurs polytechniciens, c'est pas une école que j'ai faite, et pendant 15 ans, ils ont été dans la finance. Hein. Ils ont cessé d'aller, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, dans l'industrie. Bon. Donc voilà. Donc nous allons essayer d'être le trait d'union entre la dimension d'accompagnement avec nos partenaires, la dimension financement avec BPI et faire la promotion, l'explication, la distribution des produits de BPI France en matière export. C'est très important parce que c'est une organisation qui est puissante, mais les entreprises ne savent pas toujours par quel bout l'aborder. Et puis la dimension formation. Monsieur le sénateur Young a posé une question très juste, mais il faut être très clair, y compris pour les sénateurs français de l'étranger. Nous allons en effet, nous n'allons pas accroître notre dispositif, nos ressources humaines. Business France est sous contrainte financière. Hein. J'ai accepté une baisse, accepté, je ne suis pas sûr que j'avais vraiment le choix, de l'ordre de 2% de ma dotation par an. Donc cette réforme se fait dans un contexte de baisse importante de nos ressources votées par le Parlement. Et par conséquent, je fais d'une contrainte une vertu, c'est-à-dire que nous serons beaucoup moins présents à l'étranger. Nous allons, pour répondre à une autre question, dès les prochaines années, nous associer avec les chambres de commerce. C'est environ 10% de nos effectifs, 10-12%, et peut-être 15% de nos postes que nous allons fermer. Et nous allons construire avec les chambres de commerce une relation qui leur permettra d'exercer notre mission, en tout cas cette mission d'accompagnement du guichet unique à l'étranger, dans les endroits où on se retirera. Un certain nombre de pays d'expérimentation, c'était une question, ont été recensés. On a parlé de Singapour, on a parlé de la Russie, on a parlé de l'Espagne, on parle de la Belgique. Vous voyez, on n'est pas sur la Zambie, le Malawi et le Costa Rica. On est sur des pays importants pour les entreprises. Et moi, j'ai toute confiance dans la qualité des équipes des chambres de commerce à l'étranger pour construire avec nous un socle de base, parce que l'important, c'est que le service soit le même. Si demain, une entreprise à l'étranger va dans un bureau Business France ou qu'elle va dans une chambre de commerce pour la même mission qui est celle de découverte de marché et de prospection, il faut qu'elle trouve les mêmes standards. Et donc, c'est ça là-dessus qu'on va travailler, de manière à avoir un système homogène, mais qui sera tantôt rendu dont le service sera rendu par un privé, tantôt rendu par nous. Voilà pour cette question. L'aide française au développement, c'est une question qui a été posée par monsieur le sénateur Vial. Je note, parce que j'ai beaucoup travaillé avec le directeur général de l'AFD ces derniers mois aussi, je note quand même une volonté beaucoup plus forte que par le passé de prendre en compte l'offre française dans les appels d'offres que lance l'AFD.
Évidemment, elle est tenue par des règles qui sont celles de l'OCDE et qui conduisent à ce que les financements ne soient pas liés à un contenu français, mais elle est beaucoup plus sensible que par le passé au fait notamment dans des secteurs liés à la transition énergétique ou les transports, au fait de savoir qu'il existe potentiellement des entreprises françaises capables d'y répondre. Ça n'a pas toujours été le cas. Parfois, c'était même un peu caricatural. On avait l'impression qu'elles ne finançaient que des domaines dans lesquels il était sûr qu'aucun Français ne serait compétitif. Et plus largement, ça me permet de dire quelque chose sur l'Afrique et sur la francophonie. Madame la sénatrice, vous avez posé cette question qui est pertinente. Alors, à la fois sur la manière dont nos propres marques, Team France et Équipe de France, mais dans cette logique de redéploiement, où Business France va être beaucoup plus en France, proximité des entreprises, leur tenir le pouls, logique de conseil, pas de facturation, enfin, voilà, service public. On doit en conséquence être moins présent à l'étranger. Ça tombe bien, les chambres de commerce françaises à l'étranger pourront prendre le relais dans un certain nombre de pays, mais il y a une zone où je souhaite qu'on se renforce, et j'ai proposé au gouvernement, en particulier parce que les chambres de commerce françaises y sont faibles, c'est l'Afrique. Et en particulier l'Afrique francophone. On se met dans le sillage du discours de Ouagadougou, du président de la République. Il y a beaucoup de création de richesses potentielles en Afrique. Et c'est vrai que nos entreprises françaises ont un avantage comparatif, linguistique, culturel. Il y a aussi des jeunes Français d'origine africaine qu'on peut mobiliser pour exercer ce commerce avec elles. Donc, nous serons moins présents à l'étranger, mais nous serons plus présents en Afrique, qui ne me faites pas dire ce que je dis pas, est quand même l'étranger, mais est, si l'on peut dire, un étranger proche pour nous en surfant sur la francophonie. Voilà. Le sénateur Emory m'a posé la question dans les relations avec les CCI des filières et des clusters. Moi, je suis vraiment convaincu, parce que c'est comme ça que Business France est organisé, que les conseillers que nous allons déployer dans les régions françaises, avec les CCI, doivent être organisés par filière, par spécialité. Une PME française, si elle rencontre un monsieur ou une dame qui le matin s'occupe d'exportation de vin, l'après-midi de logiciels et le soir de roulement à billes, elle est face à quelqu'un qui est un couteau suisse, mais qui va rester à un degré assez important de généralité. Nous, notre organisation, elle est basée sur le fait que les gens sont organisés par filière, l'industrie, les nouvelles technologies, l'agro-business et puis les biens de consommation. Et ça donne quand même une légitimité quand vous allez voir une entreprise, parce que vous savez un petit peu de quoi vous parlez, vous avez des références d'autres entreprises du même domaine qui ont mené d'autres aventures, et vous créez la confiance. Parce que l'essentiel pour nous, ce sera peut-être le mot de la fin, parce que je crains de... Non, j'ai encore un petit peu de temps. Oui, c'est le mot de la fin. Il faut mieux effectivement qu'on conclue malheureusement parce qu'on a encore une audition sur la Birmanie. Bon, alors le mot de la fin, ça sera pour dire que dans le fond, tout le défi de cette réforme, et il est aussi un défi présent ce matin en venant devant vous, c'est d'essayer de susciter auprès des entreprises, d'abord, qui sont quand même le principal bénéficiaire attendu de ces réformes. C'est pour elles qu'on fait ça. Mais aussi vis-à-vis des partenaires, de créer la confiance. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, je le disais souvent aux Australiens quand j'étais là-bas, c'était que la France, et ça a été écrit à longueur d'articles, la France était devenue une société de défiance, où les différents citoyens, où les différentes organisations, où les différents... Bon, tout le monde se méfiait de tout le monde. Et du coup, quand on se méfie, évidemment, non seulement on ne coopère pas, mais on crée de la concurrence, mais on propage des préjugés. Alors on est bien, mais les autres sont mauvais, etc. Et c'est fou par rapport à l'Australie qui est et qui reste une société de confiance. La différence que ça faisait, et le moral, on le sait, est un moteur positif ou négatif selon le degré de confiance. Donc je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation que j'ai décrite, aussi compte tenu de l'action du chef de l'État et du gouvernement, on est en train de changer de psychologie. Il suffit de regarder le sondage qui vous concerne au premier chef et qui disent 56% aujourd'hui des Français estiment que la démocratie fonctionne bien en France. Ils étaient 30%, je crois, il y a un an ou deux. Bon, ces 30%, c'était quand même très faible. 26 points de plus en un an ou un an et demi. Bon. Donc, mon pari,
c'est de créer la confiance, de démontrer que des organisations publiques, nous-mêmes, les CCI de l'étranger, nous sommes capables réellement d'offrir des solutions efficaces pour les entreprises. Et confiance des entreprises dans l'utilisation de ce nouveau dispositif radicalement différent, qu'elles se disent finalement, ils ne sont pas là pour nous facturer quelque chose ou pour reprendre de l'argent que l'État ne leur donnerait pas, ils sont là pour nous aider et ils essayent de s'organiser de la manière la plus simple, la plus efficace et la plus économique possible. C'est vraiment ça le pari. Je suis vraiment confiant sur la possibilité de gagner ce pari. Comme ça a été dit par plusieurs d'entre vous, ça ne se fera pas en un jour, mais j'espère, Monsieur le Président, que vous me donnerez l'occasion, dans un an ou dans quelques mois en tout cas, de venir vous présenter les premiers résultats, parce que je souhaite inscrire cette réforme un peu comme une course de haies, par étapes, et pouvoir avoir, alors je ne voudrais pas utiliser un terme anglais, mais en tout cas, pour le traduire en français, des petites victoires. Il faut accumuler des petites victoires et c'est l'accumulation de ces petites victoires qui, à la fin, fera une grande et une belle réforme au service de notre économie et surtout de nos PME. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour cette audition tout à fait passionnante. Vous avez pu mesurer par le nombre et la qualité des interventions l'intérêt que nous portons au projet que vous allez conduire. Nous avons mesuré aussi votre enthousiasme et votre expérience passée parle pour vous, pour la réussite de ce projet. Nous allons vous suivre, vous accompagner et bien évidemment, vous nous ferez l'amitié de revenir quand vous le souhaiterez, après un délai suffisamment conséquent pour que ces beaux projets puissent prendre cher. Et vous viendrez nous faire un premier bilan. En tous les cas, merci et merci d'associer les territoires, ce qui nous semble particulièrement important pour que cette affaire de l'exportation des PME ne soit pas uniquement une affaire parisienne. Merci à vous. Bonne chance. Voilà donc pour cette audition de Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France. Il était interrogé sur l'évolution, vous l'avez entendu, des politiques publiques de promotion des exportations et de l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers. Cette audition, bien sûr, est à l'écouter à l'aune du contexte. Emmanuel Macron a reçu hier soir à Versailles 140 patrons en route pour le sommet de Davos, pour une grande opération séduction. L'Élysée a voulu prouver que la France est redevenue attractive. L'attractivité, c'est également le discours que vient de tenir, vous l'avez entendu, Christophe Lecourtier, devant les sénateurs de la Commission des Affaires étrangères. Vous pouvez bien sûr revoir cette audition sur notre site internet publicsénat.fr.